Bonjour Monsieur le Président. Bonjour, j'ai pas eu un long chemin à faire. Et on va pouvoir rebondir sur ce que vous avez dit et puis prolonger peut-être la discussion avec Vincent Trémollet de Villers, que vous connaissez, que vous pouvez lire régulièrement dans Le Figaro. J'ai l'habitude de dire que vous êtes l'un des meilleurs d'entre nous par vos éditoriaux le matin. Et puis Vincent Hervouet, qui est également l'un des grands spécialistes de la vie internationale. On pourra évidemment prolonger ce que vous avez dit. Ça venait d'ailleurs en résonance avec ce que nous avions dit sur ce plateau lorsqu'on avait entendu les mots humanité et fermeté, que certains avaient traduit. Il ne se passera rien. Mais on pourra rebondir, bien sûr, là-dessus, parce que l'actualité internationale, c'est ce qui nous préoccupe, et nous n'en avons pas parlé pendant les 20 minutes, avec une question: la menace de guerre totale existe-t-elle? Et elle nous inquiète, Vincent Hervouet. Ah oui, on vit depuis 15 jours une... Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, monsieur Hervouet. Bonjour. On vit une séquence absolument inimaginable. C'est une bonne nouvelle, l'élimination du cheikh Nasrallah, ou est-ce que vous considérez que Benyamin Netanyahou est une sorte d'incendiaire? Bon, mes convictions personnelles font que jamais je ne peux me réjouir de la mort de quelqu'un. C'est un point personnel. Mais si c'est un jugement politique que vous me demandez, Israël a été agressé. C'est le drame du 7 octobre, le Hamas, et c'est le Hezbollah qui a conduit un déplacement de population du nord d'Israël massif. Israël a le droit de se défendre. Israël a le devoir de se défendre. Et si nous, Français, nous étions dans la même situation, nous devrions nous défendre. Un pays doit vivre debout. Et Israël a le droit de vivre debout, de vivre tout court, et de vivre debout. De ce point de vue, je dis, ils ont eu raison. Mais vous répondez pas à la question. Je vais y venir, mais vous comprenez bien que c'est pas devant la complexité, c'est pas une formule non plus. Et peut-être même que le pire risque d'embrasement serait l'inaction et la lâcheté. Ça, c'est ce que je pense, et personne ne me fera changer la vie. Pour le reste, je connais bien M. Netanyahou. J'ai eu quantité de discussions avec lui, et parfois sévères. Il doit savoir qu'il n'y aura jamais d'éradication de ses ennemis par la guerre, que toute guerre doit avoir une fin et que la négociation n'est pas la capitulation. Donc, il va venir le temps où il va falloir discuter. Mais je suis, et ça sera ma conclusion si vous me le permettez, sur cette première question. Le temps n'est pas venu? Le temps est venu. Le temps est venu. De la négociation? De la négociation. Mais, Pascal Praud, c'est extravagant de voir l'Europe pousser les Ukrainiens à se battre jusqu'au dernier sang, des leurs, des nôtres, dans une guerre qui a déjà fait 1,5 million de morts, et de considérer qu'Israël n'aurait pas le droit de se battre et de se défendre. C'est vraiment 2 poids et 2 mesures. La guerre d'un côté, c'est bien. La guerre de l'autre, c'est mal. Il n'y a pas plus injuste que cette différence de posture. Alors, je crois avoir répondu à votre question. Vous connaissez vous connaissez Benyamin Netanyahou, vous connaissez aussi la plupart des dirigeants arabes. Est-ce que personne ne pleure Hassan Nasrallah dans ce monde? Le premier, bien sûr. Mais est-ce que vous les sentez très angoissés? Est-ce qu'ils ont peur de l'escalade? Ou est-ce qu'ils pensent que c'est un risque limité? L'escalade, le risque d'escalade, il existait de façon latente, et vous le savez mieux que moi, depuis longtemps. Je suis estomaqué, si vous me permettez cette expression, par l'indulgence de la plupart des observateurs à l'endroit de l'Iran et leur sévérité à l'endroit de l'Arabie Saoudite. C'est extravagant. Souvenez-vous, quand ce malheureux journaliste, je crois que c'était Khashoggi, a été assassiné. Ça a été un scandale mondial, à juste titre. Dans l'ambassade. Dans l'ambassade. Mais imaginez, quand cet avion rempli d'Ukrainiens a été abattu par des missiles iraniens, ils ont dit « Oh, c'était une erreur ». Il y a eu, je crois, un peu moins de 200 morts. C'est passé comme une lettre à la poste. Le terrorisme, M. Hervouet, vous le savez mieux que moi, a commencé
par Téhéran, pas par Riyad. L'ayatollah Khomeini finance le Hezbollah. Je ne suis pas aussi certain de l'explosion générale qui nous est annoncée. Parce que l'Iran sait parfaitement, ils sont très intelligents, qu'ils auraient beaucoup plus à perdre qu'à y gagner. Et je crois, peut-être que je me trompe, mais je crois que le risque d'embrasement généralisé, il est plus dans un conflit globalisé avec la Russie que dans un conflit globalisé avec l'Iran. Alors, je ne vais pas faire de la morale, du moralisme, mais quand même, il y a une petite question qui se pose, même si on peut célébrer la disparition d'un homme qui a tué ou fait tuer, hein, et certains de ses lieutenants ont été directement impliqués dans la mort, y compris des Français du Drakkar. Bien sûr. Et la question vous est posée par Vincent Herouet, je le dis pour nos auditeurs d'Europe 1, puisque nous sommes avec le président Sarkozy jusqu'à 9h, auditeurs que je salue bien évidemment. 40 ans après, les Israéliens, en quelque sorte, ont soldé nos comptes. Mais quand même, est-ce que vous trouvez qu'Israël est dans son droit quand il fait sauter les beepers qui équipent l'encadrement des milliers de beepers qui équipent tout l'encadrement du Hezbollah, quand il bombarde des immeubles derrière lesquels se cachent les terroristes? Est-ce que vous dites c'est la guerre? Ou est-ce que vous dites bien sûr, la France ne ferait jamais ça? Monsieur, oui. J'ai bien des défauts, l'hypocrisie n'est pas ma première caractéristique. La guerre, c'est la guerre. Permettez-moi de vous dire, et je parle devant un amoureux de la côte atlantique. Nantes. Et bon, Nantes, Le Havre, Royan Brest. Ont été démolis par qui? Saint-Nazaire. Par les bombardements alliés. Berlin, rasé, il n'y avait pas que des SS à l'époque. Hiroshima, Nagasaki, il y avait des bases militaires là-bas? La guerre, c'est la guerre. Israël s'est défendu d'agressions scandaleuses. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec M. Netanyahou. Surtout, je vous l'ai dit. Mais qu'on vienne pleurer sur les conséquences dramatiques de la guerre, pardon de vous dire, c'est le comble de l'hypocrisie. Il n'y a pas de guerre sans victimes civiles, hélas. Alors, la France, Joe Biden, lui, a dit que la mort de Nasrallah, c'était une mesure de justice. Mais ce n'est pas du tout le ton qu'il y a à Paris. Depuis 2 semaines, la France clame halte au feu, dénonce Benyamin Netanyahou qui aurait commis une faute grave en refusant le cessez-le-feu que lui proposait Emmanuel Macron. Le président a déploré le nombre absolument choquant de victimes civiles. Qu'est-ce qu'il faut penser de ces déclarations? En ce qui me concerne, je vous l'ai dit, Israël mène un juste combat pour son existence. C'est Israël qui a été agressé. Pour le reste, il faut savoir finir une guerre et M. Netanyahou doit comprendre que le temps de la négociation doit arriver. J'ai un point de désaccord avec lui. Si vous me permettez de vous le dire, c'est une question que vous ne m'avez pas posée. C'est l'affaire des otages. Car Israël est une démocratie. Et dans une démocratie, les otages n'ont pas le prix du nombre. Ils ont le prix du miracle de la personne humaine elle-même. Et pour ce qui me concerne, j'ai toujours pensé qu'une trêve eût été nécessaire le temps que les otages soient libérés. Monsieur Herouet, c'est exactement ce qui fait la différence entre une démocratie qu'est Israël et une dictature. Et la France? Et c'est pour ça. Alors, pour la France, pas de commentaire à faire. Il y a encore une politique étrangère. Quand la maison est en vrac, quand les comptes sont en feu, quand la situation sécuritaire est dans un bazar incroyable. Ça ne facilite pas Est-ce qu'on est encore audible? Ça ne facilite pas notre politique étrangère. Mais nous devons avoir une politique étrangère. Et je pense que la voix de la France serait d'autant plus importante dans le monde d'aujourd'hui, où l'Europe, comme la France, ne doit pas être alignée, car nous n'avons pas toujours les mêmes intérêts que les Américains. Et le conflit ukrainio-russe en est la caricature. Et c'est bien peut-être de le rappeler, effectivement. Je vais donner la parole à Vincent Trémollet de Villers dans une seconde. Le 7 octobre, nous allons célébrer un anniversaire, un triste anniversaire, l'attaque terroriste du Hamas sur les terres d'Israël. Et depuis le 7 octobre, la montée
de l'antisémitisme peut se voir en France? Est-ce que, selon vous, Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise sont responsables de la montée de l'antisémitisme en France? Ils ne sont pas les auteurs de l'antisémitisme. L'antisémitisme en France a commencé bien avant eux. Ils ne sont pas le début de l'histoire. Mais ils tiennent des propos, ils ont tenu des propos qui peuvent être qualifiés d'antisémites. Vincent Trémollet. Sur ce sujet, Manuel Valls disait qu'il y avait deux gauches irréconciliables parce que l'une était communautariste. Et puis ce que l'on voit depuis la NUPES jusqu'au nouveau Front Populaire, c'est que ces deux gauches soi-disant irréconciliables travaillent ensemble, c'est-à-dire que le Parti Socialiste et François Hollande travaillent avec Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que ça vous surprend? Mais, enfin, pardon, j'ai du respect et même parfois de l'amitié pour Manuel Valls. Mais enfin, il découvre le fil de la coupe et le beurre. Il a été Premier ministre de François Hollande. Il a fait campagne à ses côtés en 2012. Vous vous souvenez des drapeaux algériens notamment, place de la République, pour saluer l'élection de M. François Hollande? Le communautarisme n'est pas né, M. Trémollet de Villers, avec Mélenchon. Il a été industrialisé avec M. Mélenchon. Mais ça a commencé bien avant. Et M. Hollande, tout le monde est surpris de l'alliance qu'il a fait avec le Front Populaire. Mais il a toujours été comme ça. Et je dirais même, M. Mitterrand, SOS Racisme, qu'est-ce que c'était? Et Jean-Marie Le Pen, 1983, c'est pas de l'instrumentalisation? Vous savez, moi, je n'ai jamais voulu faire d'accord avec Mme Le Pen, mais je trouve scandaleux qu'on dise qu'elle n'appartient pas à l'arc républicain. C'est absurde. Un parti qui a le droit de présenter des candidats aux élections est républicain. Un parti qui a plus de 100 députés, qui est républicain. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais aujourd'hui encore? Mais bien sûr. Aujourd'hui encore, est-ce que l'alliance est impossible? Non, mais je voudrais excusez-moi, j'avais une idée derrière la tête. Parce que avoir une idée déjà dans le débat politique français, c'est déjà suspect. Mais en 2012, Marine Le Pen a dit « il faut battre Sarkozy, donc il faut voter Hollande ». Est-ce que vous avez une seule déclaration des socialistes, M. Valls, M. Hollande à l'époque, se bouchant le nez en disant « comment ? Les voix de Mme Le Pen, j'en veux pas. Mais qu'est-ce que c'est que cet Tartuffe? Qu'est-ce que c'est que cette hypocrisie ?» On se mettrait en colère pour moins que ça. J'ai d'ailleurs moins de problèmes avec M. Bardella, qui, lui, n'a jamais appelé à voter pour M. Hollande. Donc je n'ai pas de leçon à recevoir là-dessus. Mais dire qu'ils n'appartiennent pas à l'arc républicain, mais qui est le maître des élégances? Qui décide ça? Si la République leur permet de présenter des candidats, c'est qu'ils sont républicains. Et c'est insulter 11 millions d'électeurs qui ont des choses à dire. Qui l'ont dit peut-être d'une façon qui ne me plaise pas ou qui vous plaise moins. Mais qui l'ont dit. Et ces gens-là sont des Français. Alors c'est pas la peine de verser des larmes de crocodile sur les immigrés qu'on ne recevra pas pour insulter des Français uniquement parce ils émettent un vote qui ne correspond pas à la doxa, la pensée unique, qui est toujours de gauche. Vincent Trémollet. Nicolas Sarkozy, vous êtes le dernier président de la République de droite. Aujourd'hui, votre parti, les LR, a 47 députés. Laurent Wauquiez, qui serait son candidat, est à 5% dans les sondages. Quelles sont, selon vous, les conditions pour que cette famille politique redevienne une force d'alternance capable de gouverner plus largement le pays qu'elle ne le fait aujourd'hui? Moi, je n'ai jamais quitté ma formation politique. C'est moi qui l'ai créée, enfin, je veux dire, dans sa dernière acceptation. J'ai pris la suite, De Gaulle, Pompidou, Chirac. C'est une suite prestigieuse. Bon. Giscard. C'était pas tout à fait la même. Mais en tout cas, puisque moi, je suis né, j'étais un enfant de l'UDF et du RPR. Mais je n'ai pas quitté ma formation politique et je ne la quitterai pas. Je souhaite que Laurent Wauquiez réussisse. Mais on va se dire les choses vraiment, M. Trémollet de Villers. En l'état actuel de division, lamentable, où chacun veut habiter dans sa propre chapelle, tout le monde doit revenir dans la grande cathédrale, si vous me permettez, sans offenser la laïcité, qui est le mot qu'on ressort dès qu'on n'a rien à dire, même si c'est très important, la laïcité. Donc sans rassemblement, il n'y aura rien. Et 2027, si les choses se présentent comme elles sont aujourd'hui, c'est un deuxième tour Le Pen-Mélenchon. De quel côté? Je ne le souhaite pas pour mon pays. De quel côté le rassemblement? De quel côté l'alliance? Et c'est le sujet essentiel. Parce que les électeurs de droite, beaucoup, sont
chez Marine Le Pen aujourd'hui. Beaucoup. Ils ont quitté la famille traditionnelle de la droite parce qu'ils ont le sentiment qu'ils n'étaient pas représentés par les gens de droite. Donc, vous allez chercher à droite ou plutôt au centre l'alliance possible ? C'est une question, c'est une opinion, monsieur. Si c'est une question, j'y réponds. C'est pas une opinion. Bon. Alors, est-ce que vous validez ce raisonnement ? Est-ce que vous dites, mes électeurs de 2007, ils sont aujourd'hui chez Marine Le Pen ? Jamais je ne dis « mais ». Car l'électeur est comme l'auditeur. Les auditeurs qui ont voté pour vous. L'auditeur est... Vous qui savez les rassembler nombreux, vous savez très bien que rien n'est acquis. Donc, on n'est pas propriétaire. Je pense depuis très longtemps que l'axe politique, la matrice politique de la France, c'est la droite populaire. Si vous me permettez l'expression, la droite qui est sur le bord des routes pour le Tour de France. La droite qui aime le travail, qui ne veut pas entendre parler de ses 35 heures, qui veut gagner plus, travailler plus. C'est votre campagne. Et la droite qui ne veut pas, elle n'est pas démodée. C'est votre campagne de 2007. Et qui fait que le Rassemblement national à l'époque est à entre 5 et 10%. Et la droite qui veut de l'ordre et qui n'en peut plus. Ces gens qui sont partis reviendront aussi vite. Avec à partir du moment où on leur... La question, c'est d'abord qu'ils se rassemblent. Avec qui ? Non, l'incarnation. Non. Souvent, vous parlez de l'incarnation. Non, mais bien sûr. Il faut quelqu'un qui porte ça. C'est un parti bonapartiste quand même. Et c'est la question de Vincent Trémollet. bonapartiste. Mais bien sûr, mais c'est la question de Vincent Trémollet. Mais on va y aller. Il faut une incarnation. Et il n'y en a pas d'incarnation à droite. Pardonnez-moi de le dire comme ça. Quand il n'y a pas une incarnation évidente, il faut une bonne stratégie. En attendant l'incarnation. On a un peu de temps, il y a 3 ans. La bonne stratégie, c'est qu'ils se rassemblent, qu'ils se mettent ensemble. Je vous rappelle, l'élection européenne, je crois que c'était 2008 ou 2009, le Rassemblement, le Front National à l'époque, 6%. J'ai eu contre moi et Marine Le Pen et Jean-Marie Le Pen, jamais au deuxième tour. Jamais au deuxième tour. La France a besoin d'une droite populaire, républicaine, qui tienne toute la place. Bien sûr que c'est plus simple d'avoir un leader, Chirac à l'époque, ou moi. En l'absence de leader incontestable, ils doivent se rassembler et utiliser ces 3 années pour construire. Sans le RN. Justement. Mais pour moi, vous savez, ce n'est pas une stratégie de monter sur le porte-bagages du RN pour s'agiter sur le porte-bagages. Moi, je suis pour diriger le vélo, pas pour être sur le porte-bagages. Et le rassemblement, parce pardonnez-moi. qu'aujourd'hui, compte tenu des rapports de force si déséquilibrés, c'est pas une alliance, c'est une absorption. Et le rassemblement, je donne la parole à Vincent, mais le rassemblement pour vous, c'est Darmanin, Wauquiez, Philippe, ça doit marcher ensemble. Mais il n'y en a qu'un. Il faut rassembler tous ceux qui ont voté de droite pour Macron et tous ceux qui nous ont quittés pour le Rassemblement national. Mais ça va bien au-delà, on verra. C'est pas le moment pour l'instant. Ce qui compte, Vincent, c'est une stratégie de rassemblement. Vous dites... Et c'est pour ça que j'étais pour que la droite républicaine participe au gouvernement. Parce que, je l'ai dit à M. Vincent Trémollet de Villers, on peut être agacé par le président de la République, on peut avoir des désaccords avec le président de la République, j'en ai avec lui. Mais il est le président de la France. Et il est le président de la France pour encore 2 ans et demi. On ne plaisante pas avec la France. Les Républicains, c'est un parti de gouvernement. Un parti de gouvernement, ça gouverne. Et la meilleure façon de trouver l'incarnation, cher Pascal Praud, c'est d'être au gouvernement. Pas d'être sur les plateaux ou pas d'avoir des formules. Vincent On Trémollet. ne plaisante pas avec la France, dites-vous, et dans l'interview que vous avez donnée au Figaro il y a quelques semaines, vous disiez la France est au bord du gouffre. Quand la France est au bord du gouffre, est-ce qu'il vous arrive de revenir sur la décision que vous avez prise de quitter la politique en réfléchissant à savoir comment vous pourrez essayer de l'empêcher de tomber dans le gouffre ? Non. Vous savez, le fleuve est fidèle à sa source en allant vers la mer. Et en allant vers la mer, on s'élargit. J'ai eu l'immense honneur d'être président de la République. J'ai fait une vie politique passionnante. Je resterai passionné par la France jusqu'au bout. Mais ce n'est pas à moi, aujourd'hui, d'incarner ce combat. J'interviens très peu dans les médias. Ça faisait même presque 14 mois que je n'étais pas venu sur un plateau de télévision ou au micro d'une radio. Et vous êtes sur Europe 1 et vous êtes sur CNews. Exactement. Et je vous en remercie. Mais c'est moi qui vous remercie de m'inviter. Et la meilleure façon d'être utile pour moi, il y a assez de candidats, c'est de ne l'être en aucun cas, ce candidat.
Ça ne veut pas dire que je n'ai pas des discussions avec le président Macron, que j'apprécie à titre personnel, ou avec Laurent Wauquiez, ou avec Bruno Retailleau encore hier soir, que je soutiens, parce qu'il a besoin d'être soutenu. Voilà. Donc, et je pense que c'est aussi utile que ça. Alors la gravité, on n'y est pas encore. Parce comment que vous si le qualifieriez la gouvernement crise dans laquelle on est? Est-ce qu'on s'approche d'une crise de régime ou c'est excessif d'employer ce... C'est pas du tout excessif. Il y a un worst case scénario qui est tout à fait possible. Et c'est bien pour ça que je pense qu'il faut aider M. Barnier. Un world case scénario. Et oui, parce que si on n'a pas de budget, on rentre à ce moment-là dans un risque très important de crise financière, qui peut conduire à un risque très important de crise sociale. Crise politique, crise financière, crise sociale. Moi, j'ai connu la crise de 2008. Je le dis sans crainte d'être démenti. Les Français ne se sont absolument pas rendus compte aux côtés de quel gouffre on est passé. Tout était arrêté. Quand j'ai pris la décision de garantir tous les dépôts des Français dans les banques sans limite, je l'ai fait contre toute l'administration de l'État. Ça a sauvé le pays. Aujourd'hui, je peux prendre la parole, il n'y a pas un seul de ceux qui nous écoutent qui peut dire « à cause de Sarkozy, j'ai perdu de l'argent ». Alors, j'ai vu que M. Breton, qui fait partie, vous savez, de ces gens qui rêvent de faire de la politique sans se présenter à des élections. Ça, c'est vraiment le comble du ridicule. C'est vrai, il y avait les précieuses ridicules, puis il y a ceux qui rêvent de faire de la politique, se présentent pas aux élections. C'est commode. Donc on donne... Il y a des journalistes aussi, là. Oui, c'est pareil. J'ai la même considération, pour tout vous dire. On est passé au bord du gouffre. Je ne souhaite pas pour mon pays qu'on s'y retrouve. Je soutiens donc M. Barnier et son gouvernement. Ce qui ne m'empêche pas. Je ne suis pas candidat à quoi que ce soit. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir des convictions. Je n'ai pas fait toute ma vie politique à la tête de la droite républicaine pour voir quand un Premier ministre de droite arrive, son premier mot, c'est pas réduction des dépenses, mais augmentation des impôts. Monsieur Trémont-de-Villers, j'y tiens beaucoup. De tous les présidents de la Ve République, tous, un seul a diminué le nombre de fonctionnaires. J'ai supprimé 150 000 postes de fonctionnaires, c'était le fameux 1 sur 2. On m'a insulté pour cela. Savez-vous que depuis 1997, il y a 1 million de fonctionnaires en plus en France? 1 million de fonctionnaires en plus en France. On va continuer combien? On est à 5 700 000 fonctionnaires avec les 3 fonctions publiques. Le problème économique de la France est simple, on ne travaille pas assez. Pas assez dans les entreprises. Et permettez-moi de vous le dire, pas assez dans les administrations. Les statistiques sont sorties l'année dernière. Les 35 heures ne sont pas effectuées. Vous parlez de Thierry Breton que vous assassinez au passage, mais comment est-ce que vous auriez réagi? Enfin, c'est un assassinat faible. Mais comment vous auriez réagi quand vous étiez président, quand vous avez désigné Jacques Barrot pour la Commission européenne, si M. Barroso vous avait dit « j'en veux pas », ou alors il aura une toute petite responsabilité? Il m'est arrivé aussi de désigner Michel Barnier. Oui. Bon, si vous vous souvenez. Bon, ça, je vous dis les choses comme elles sont. Enfin, après, je pense que c'est à la France de choisir. Mais je pense que M. Breton, plus quelqu'un qui a du mal à travailler en équipe et qui avait réussi à se mettre à dos toute la commission. Ce qui n'est pas conseillé quand on est à Bruxelles. Il avait été... Vincent, il reste très peu de temps, donc je voudrais poser 2 ou 3 questions qui me paraissent importantes. J'ai beaucoup pensé à Gramsci pendant que vous parliez. Et Gramsci, vous l'avez souvent cité. Peut-être que les téléspectateurs ne le connaissent pas, mais c'est la bataille des idées. Et vous pensez qu'avant l'élection, il faut gagner la bataille des idées. Et là, on peut peut-être faire un reproche à la droite, qui depuis 40 ans, c'est ce que j'entends, n'assume pas précisément d'être de droite sur les idées sociétales, notamment. Et lorsque vous avez dit tout à l'heure, quand vous avez imaginé le ministère de l'Immigration, effectivement, il y a eu tollé. Alors, c'est quoi la bataille des idées? C'est la presse, c'est les journalistes, c'est les intellectuels, c'est les cinéastes, c'est les artistes, c'est tout l'espace médiatique qui penche à gauche. Et la droite, depuis 40 ans, est-ce qu'elle ne s'est pas suffisamment battue pour faire avancer ses idées? Et d'une certaine manière, vous pouvez porter une responsabilité de cela, puisque vous étiez aux commandes. Je pense par exemple aux assises de Villepinte en 91. Quand on entend ce que dit Valéry Giscard d'Estaing sur l'immigration en 91, aujourd'hui, il serait traité de fasciste. Bon, enfin, j'ai pas perdu ma matinée. Je suis venu ici. Pascal Praud m'explique
que l'ensemble du monde médiatique est à gauche. Je confirme. Je m'en étais un petit peu rendu compte. Mais plus encore qu'avant, peut-être. Pas lui. Bon, je m'en étais rendu compte. Mais on ne peut pas dire, quand j'étais au pouvoir, que j'étais trop à droite, et après que je n'étais pas assez. Je vous ai pris des exemples multiples. Mais c'est intéressant ce que vous dites. La droite ne doit pas se laisser caricaturer. L'immigration, la fermeté. Oui. Mais sur les débats de société, la droite ne doit pas être en retard non plus. C'est trop facile de... Moi, je suis de droite, en tout cas, je ne sais pas, mais en tout cas, je n'ai jamais été de gauche. Mais je ne suis pas un conservateur. J'ai jamais été un conservateur. J'ai jamais été immobile. Notamment sur les histoires, vous savez, le mariage gay, je pense que l'amour ne dépend pas de la sexualité. Je pense qu'on ne peut pas vivre sans amour. C'est un point sans doute qui nous rapproche. On a tellement dit que j'étais sentimental. C'est vrai. Mais moi, j'ai voulu être un président de la République qui incarnait, pas un monstre froid qui jouait une comédie. Donc ça ne sert à rien de taper sur la droite. Je pensais sur les sujets pour l'immigration, je pensais sur des sujets même économie libéraux. Le libéralisme, moi, j'ai jamais été un libéral au sens économique du terme. J'ai même nationalisé Alstom parce que je ne voulais pas que Alstom disparaisse. Je ne crois pas à ça. Moi, je crois au travail. Rien n'est démodé dans ce qu'on a dit. Je crois à l'ordre. Et il y a un problème d'autorité énorme dans notre pays. Et c'est pour cela que j'apprécie au moins les débuts de M. Retailleau, qui affirme une politique. Et d'ailleurs, le fait d'être attaqué par les gens qui l'attaquent, c'est plutôt bon signe. Parce que lorsque vous êtes ami avec tout le monde, M. Pascal Praud, vous n'êtes ami avec personne. Lorsque vous aimez tout le monde, vous n'aimez rien. Comme vous le savez, je n'aime pas tout. Bon, une dernière chose, on aurait pu parler de Didier Migaud que vous avez inventé. Vous avez inventé Didier Migaud. Bah si, vous l'avez inventé à la Commission des Finances et puis après à la Cour des Comptes. Mais une chose peut-être plus personnelle. Louis Sarkozy, qui fait son apparition dans le débat médiatique. Et je sais le rapport, j'ai envie de dire, fusionnel que vous avez avec vos enfants. Et on l'avait vu lorsque votre fils avait été attaqué il y a plusieurs années. Je voulais savoir comment vous jugiez, parce que j'imagine que vous écoutez chaque intervention de votre fils. Et est-ce que vous lui donnez, pourquoi pas, des conseils? Est-ce que vous débriefez une fois qu'il a pris la parole, et j'avais envie d'avoir votre sentiment sur votre fils. Ah là, vous touchez beaucoup à l'essentiel, mais bon. D'abord, je vais vous dire une chose. Je n'arrive pas à le regarder en direct. Je ne peux pas. Comme lorsque Jean, qui a un talent énorme, avait été pris dans une politique honteuse par Madame Royal, honte à elle. Je n'ai pas pu regarder en direct. Je les aime trop. Je peux pas. Donc je regarde après. Je suis fier de lui, de son courage et de son talent. J'aime beaucoup mes enfants. Jamais je les conseille parce que, mon Dieu, ils font ce qu'ils veulent. Mais quand je vois cette flamme, cette volonté de débattre, ce courage, ça me plaît. Ça me fait peur pour lui. Et ça me plaît. Jean avait un talent immense aussi. Il a été brisé dans son élan politique par un milieu tellement cruel. Mais oui, mon premier fils est disque jockey, donc ils font ce qu'ils veulent. Et croyez bien qu'il n'y a aucune volonté dynastique. Et il n'y a aucune volonté pour moi de le pousser. Mais si vous me demandez mon avis, chapeau. Monsieur le Président, merci. Merci, ça fait 40 minutes, plus de 40 minutes que vous êtes avec nous, avec Sonia Mabrouk, avec Vincent Trémollet de Villers, que je remercie, que vous pourrez lire demain dans le Figaro sans doute, avec Vincent Hervouette. On n'a pas parlé non plus du Paris Saint-Germain et de sujets plus légers. On n'a pas parlé d'Mbappé, mais c'est ainsi. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Je ne sais pas d'ailleurs si nous allons marquer une pause. Oui, Chana Lousteau pour le rappel des titres. Et nous allons revenir pour évoquer toutes les actualités du jour. À tout de suite.